êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Malgré le conflit qui fait rage toujours en Ukraine, le gouvernement français doit également s'occuper des problématiques qui touchent le territoire. Depuis l'agression violente en prison d'Ivan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Erignac, la Corse est soumise à de vives tensions et mouvements de violence depuis maintenant 3 semaines. L'autonomie de la Corse est désormais évoquée. La Corse va-t-elle devenir autonome ou s'agit-il d'une promesse sans cesse reportée? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Uruzin, commentateur de CGTN, et en ligne avec nous Monsieur Xu Tiebing, spécialiste en relations internationales, et également Elsa Soreux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, d'où viennent les tensions actuelles ? Alors, les tensions actuelles, elles remontent au 2 mars. C'est la date de l'agression d'Ivan Colonna à la prison centrale d'Arles par un codétenu d'origine camerounaise. Donc, il a été attaqué dans la salle de sport de musculation de la prison centrale. Alors, bon, il a été agressé sauvagement. Il a été entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Et en fait, cette attaque contre ce militant indépendantiste corse très connu en Corse, et qui a été accusé d'être le meurtrier du préfet Erignac. On s'en souvient, en 1998, c'est le moment de l'assassinat du préfet. Et donc, du coup, ça a créé en fait une forte agitation dans les grandes villes corses, Ajaccio, Bastia, Corté. Et beaucoup de militants, plutôt des jeunes d'ailleurs, se sont affrontés avec les CRS, la police, en disant que l'État français était responsable de la mort, enfin pas de la mort à ce moment-là, mais de l'agression d'Ivan Colonna. Si on remonte dans l'historique de ces tensions, est-ce que c'est une tension accumulée Oui, ça fait longtemps qu'il y a des revendications d'autonomie, d'indépendance de la part des Corses. Déjà dans les années 80, il y avait déjà les premiers mouvements, le Front de Libération de la Corse. Il y a eu aussi il y a beaucoup eu des attentats jusqu'à la fin des années 2000, beaucoup de plasticage, on appelait ça des plasticages, des explosions dans des restaurants qui faisaient des restaurants, des cafés, des bars, des mitraillages. Donc oui, il y a eu une forte mobilisation des Corses pour une autonomie, pour en fait une lutte pour leur indépendance. Et il y a eu bien sûr il y a une réaction de l'État français qui plusieurs fois est intervenu, parfois avec beaucoup de force. Il y a eu des négociations, il y a eu plusieurs tours de négociations pour essayer d'octroyer à chaque fois un peu plus d'autonomie, un peu plus pas jamais d'indépendance corse, mais vers un peu plus d'autonomie de la Corse pour essayer de calmer un peu ces revendications. Et donc ça s'était effectivement calmé à partir de la fin des années 2000. Et Monsieur Xu, pourrez-vous nous rappeler un peu l'historique de ces tensions ? L'essentiel, ça touche la manière où finalement c'est que l'île Corse devient une partie de la France. Sans monter, je dirais, l'histoire à la période romane, on pense surtout que c'est 2 siècles en avant, si vous voulez. C'est que dans une certaine expansion du royaume central de Paris vers le sud, vers la Méditerranée, et finalement que les cours, y compris avec l'accord avec Gênes, on décide l'attachement de l'île, je dirais, au métropolitain. Bien sûr, de l'époque, il n'y a pas de référendum, c'est que les populations acceptent, ou disons, suivent le destin sans se décider par eux-mêmes. C'est que jusqu'à maintenant, depuis 2 siècles, on voit qu'il existe une certaine revendication à la fois identitaire ou peut-être vers plus haut, vers l'autonomie, l'indépendance, existe en Corse à travers l'histoire pendant 2 siècles. Concernant, je pense par exemple, si on fait les comparaisons, c'est que ce n'est pas si grave comme certains grands mouvements ici et là dans le monde, mais c'est un dossier un peu épineux qui existe toujours dans cette relation un peu complexe d'affiliation entre le parti continental, si on peut utiliser ce terme, et bien sûr, c'est l'île de Beauté. Et vous parlez tous les deux des revendications, des négociations dans le passé, mais quel est le statut actuel de la Corse ?
Alors là, c'est une collectivité, la collectivité de Corse, territoriale de Corse, hein. C'est un statut où en fait un peu spécial, hein, par rapport aux autres régions, aux provinces de la France, on va dire métropolitaine, qui se rapproche un peu des collectivités d'outre-mer en fait. Donc ouais, ils ont leur assemblée, ils ont un conseil exécutif, hein, d'ailleurs voilà, qui a discuté avec le ministre de l'Intérieur justement. Donc et en majorité, ils sont du Parti nationaliste corse. Donc voilà, ils ont quand même un certain degré d'autonomie, pas non plus voilà, autonomie totale, c'est-à-dire ils n'ont pas encore le droit d'émettre leurs propres lois, hein, que ce soit vraiment là, c'est le statut d'autonomie pure, mais ils ont quand même beaucoup sur la plupart des dossiers sur la Corse, ils peuvent voilà, statuer et ils ont une plus grande indépendance que la plupart des régions de France. Ouais. Et donc la Corse est toujours soumise à de vives tensions et surtout Ivan Colonna est mort hier soir après plus de 2 semaines passées dans le coma. Est-ce que ça a suscité d'un coup une plus grande colère des Corses? Alors non, parce que je dirais le voyage hein, du ministre de l'Intérieur, hein, Darmanin, en Corse, il y a quelques jours, une semaine environ, a permis d'avoir ce dialogue en fait, de discuter un peu des revendications, d'avancer sur le projet en fait vers une autonomie corse. Alors c'était déjà un projet que Emmanuel Macron avait déjà commencé il y a quelques années. Il n'avait pas avancé. Et donc là, c'est vrai que les événements avec l'agression d'Ivan Colonna ont précipité un peu dire cette discussion. Mais maintenant qu'il y a eu ces discussions, maintenant que le gouvernement français a quand même mis des engagements assez forts, je dirais que ça a un petit peu donné de la confiance hein, au peuple corse, aux nationalistes corses, en disant que oui, maintenant, leur dossier, il est en route, il y a des choses qui vont se passer. Donc, ils n'ont pas manifesté plus de colère que ça après la mort officielle d'Ivan Colonna. Et je crois que de toute façon, la plupart des gens savaient qu'Ivan Colonna allait décéder. Il était dans un état extrêmement critique déjà. Donc ça n'a pas été une énorme surprise. Une tristesse certainement. Beaucoup de gens le voient comme un héros. Alors que, bon, évidemment, de l'autre côté, on peut le voir aussi comme un meurtrier d'un préfet. Donc la plus haute autorité de l'État français sur le territoire corse. C'était voilà, donc on a les deux tensions visions. s'est calmé plus ou moins C'est un peu calmé, oui. Pour l'instant, il y a eu des manifestations de tristesse, hein, mais après à l'issue de la déclaration de sa mort, mais pas de plus de violence pour l'instant. Et donc, en fait, le sujet de l'autonomie corse n'est pas nouveau en France. Elsa, pourquoi cette fois les tensions ont-elles pris une telle ampleur? Alors avant de vous répondre, Sandra, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Nicolas, c'est qu'en fait, c'est pas surprenant que la mort d'Ivan Colonna n'ait pas suscité des grandes manifestations comme ça a été le cas depuis 3 semaines. C'est parce qu'en fait, à l'époque de l'assassinat du préfet Erignac, les Corses étaient totalement désolidarisés du geste d'Ivan Colonna et de ses 2 complices, Alessandri et Ferrandi. Ils avaient trouvé que c'était un acte barbare et que ça n'avait pas eu lieu d'être. Donc en fait, ils avaient agi un petit peu tout seuls comme ça, sans avoir l'appui, entre guillemets, des Corses. Alors pour répondre à votre question, effectivement, le sujet de l'autonomie corse, c'est pas du tout nouveau, puisqu'en fait, ça remonte aux années 70. C'est en 1974 que le terme autonomie est apparu pour la première fois. Mais avant ça, en fait, si vous voulez, c'était une idée qui avait un petit peu cheminé dans l'esprit des Corses, c'est-à-dire que depuis la fin des années 50, ils réclamaient déjà un statut d'égalité avec le reste de la France, avec le continent, puisqu'en fait, si vous voulez, la Corse était un petit peu sous-développée au niveau des infrastructures et de l'industrie. C'était une région qui était un petit peu marginalisée, entre guillemets. Donc, ils réclamaient une égalité avec le continent. Ensuite, il y a eu des revendications un peu plus culturelles, la préservation de leur identité, de leur langue. C'est vraiment en 1974 que ça a pris un tour un peu plus politique, où là, on commence vraiment à parler d'autonomie. Donc hier, je suis tombée sur un reportage qui date justement de 1974, et il y a un monsieur, un Corse, on lui demande quelle est votre conception de l'autonomie. Alors lui, il répond il ne s'agit nullement de séparatisme, mais d'une mesure conservatoire pour sauver un peuple en péril. Donc voilà, c'est un petit peu leur conception de l'autonomie. Alors, en Corse, vous avez 2, entre guillemets, clans qui sont eux-mêmes subdivisés en plusieurs factions ou plusieurs mouvements. Vous avez d'un côté les autonomistes et d'un côté les indépendantistes. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ivan Colonna, par exemple, c'était un indépendantiste qui faisait partie du FLNC, donc c'est le Front de Libération Nationale de Corse. Et pour répondre à votre deuxième question, pourquoi une explosion de violence maintenant? C'est-à-dire que, si vous voulez, depuis 50 ans, les autonomistes corses ont l'impression d'être un petit peu menés en bateau, ils ont l'impression d'être floués. C'est parce que si en fait, si vous voulez,
les Corses ont l'impression que le dossier corse, entre guillemets, est une sorte de patate chaude que les gouvernements français successifs se refilent depuis les années 70 sans que leurs revendications aient jamais été écoutées. Et l'affaire d'Ivan Colonna, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque ça faisait des années que les Corses réclamaient le transfert des 3 prisonniers du commando Erignac, donc, que je vous ai cité tout à l'heure, et qu'on leur enlève le statut de détenu particulièrement surveillé pour qu'ils puissent être transférés dans la prison de Borgo en Corse. Et sur ce sujet, les gouvernements successifs ne se sont jamais prononcés et Emmanuel Macron a joué la montre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais répondu en ce sens et s'il avait accepté le transfert des prisonniers vers la Corse, l'agression et la mort d'Ivan Colonna ne seraient bien évidemment jamais arrivées. Donc, juste pour dire un petit mot aussi sur les manifestations qui ont lieu, en fait, le profil des manifestants est un petit peu surprenant. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, les gens qui manifestent réclament justice pour Ivan, liberté pour les patriotes et la reconnaissance du peuple corse. Il s'agit de collégiens et de lycéens, donc c'est des gens qui n'étaient pas nés à l'époque où le préfet Erignac a été assassiné. Donc c'est un peu surprenant, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est des jeunes comme ça qui ont une conscience politique, qui ont une résurgence patriotique, nationaliste comme ça qui manifestent. Et on peut se poser des questions sur leurs revendications qui ont l'air d'être, ils ont l'air d'être sur une ligne dure. Et le président du conseil exécutif corse, qui est d'ailleurs l'ancien avocat d'Ivan Colonna, Monsieur Simeoni, a d'ailleurs condamné cette violence, et il a dit c'est un petit peu dommage qu'en fait que la violence puisse résoudre en fait des problèmes qui traînent depuis des années, alors que le biais démocratique n'a jamais réussi à les résoudre. Donc voilà, c'est un petit peu, les nouveaux manifestants sont sur une ligne dure. Voilà, et pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Elsa, elle a très bien présenté. Et on peut voir aussi que voilà, c'est un type de réaction de violence, ce type émeute, black box. C'est-à-dire, voilà, black bloc, c'est-à-dire des émeutes violentes. On attaque par exemple, le palais de justice, on attaque en fait, on détruit, en fait, c'est des destructions, mais qui sont un peu chaotiques, anarchiques. Alors qu'avant, c'est vrai que le militantisme, c'était quand même des objectifs un peu plus militaires, entre guillemets, donc c'était vraiment une action coordonnée avec des groupuscules. Et là, c'est un débordement de chaos et c'est pas du tout la même manière de faire. Donc, à mon avis, là, ce sont des jeunes qui c'est plutôt peut-être même des revendications sociales, peut-être, et qui ont été provoquées et par la mort de Colonna qu'ils ont apparemment vu considéré comme une sorte de héros. Donc c'est vrai que dans les familles corses, il y a peut-être c'est beaucoup plus émotionnel. Voilà, peut-être ce romantisme de la révolte, du nationaliste, du héros en lutte contre l'État qui est colonisateur. Et donc c'est peut-être que voilà, effectivement, avec la mort de Colonna, cette espèce de héros dans les familles corses, ces jeunes se sont sentis très concernés par la mort de ce personnage. Et Elsa a aussi dit que Monsieur Su? Oui, moi je pense que mon observation est plus large. D'un côté, c'est qu'à part, je dirais, une très courte période, c'est-à-dire pendant la dispute hégémonique entre la France et l'Angleterre, il y a un certain moment, c'est que l'Angleterre s'est intervenue dans les affaires des Corses. Sinon, disons, depuis 2 siècles, en général, il n'y a pas vraiment des acteurs extérieurs de poids qui s'engagent, qui s'interviennent dans les affaires de Corse. Donc finalement, ce dossier devient un peu des affaires, disons, franco-françaises. Et deuxièmement, je pense aussi, il faut voir un peu la trajectoire du développement. C'est que depuis 2 siècles, je dirais, depuis 2 siècles, si vous voulez, c'est que la Corse a profité surtout pendant le moment de Grand Empire, si on veut. Par exemple, on sait avant la première période, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, etc., les Corses sont beaucoup plus débarqués sur le continent et participent, je dirais, au service de l'Empire, de l'expansion, etc. La Lille reste un peu marginalisée. Mais une fois que les colonies sont perdues, les Français sont retournés sur le continent à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est que la Lille a entré dans une période, sinon, je dirais, marginalisation, mais plus ou moins socialement, culturellement, un peu en retard. Et dans cette période-là, c'est qu'avec les effets d'influence de montée identitaire ou identitariste, si vous voulez, c'est que si on va des courants vers, je
je dirais, l'autonomie vers l'indépendance, souvent se divisent, se radicalisent. Mais ça touche surtout seulement une partie des gens. C'est au moment, disons, surtout à la fin des années 70 et dans les années 80 du siècle dernier. Voilà, il y a on voit comment c'est que la question de périodisation de la violence, parfois un peu extrême, comme on dit, assassinat, destruction de symboles publics, etc. Mais je pense qu'au fond, cette question, c'est le sentiment d'être un peu négligé, non seulement du point de vue de statut, d'identité, mais aussi du point de vue du développement socio-économique. Jusqu'à maintenant, je pense que si on voit dans l'ensemble, c'est que la Corse, du point de vue de PIB par habitant, c'est à peu près 20 ou 25% de moins, je dirais, par rapport on va revenir là-dessus sur les conséquences d'une autonomie de la Corse. Et je voulais rebondir sur ce qu'il a dit Elsa. En fait, c'est vrai qu'on a des autonomistes, on a des indépendantistes. Mais aujourd'hui, on parle de l'autonomie de la Corse. Oui. Et aussi, Elsa avait dit que les demandes des Corses n'ont jamais été entendues, le gouvernement n'ont jamais répondu. Mais aujourd'hui, est-ce que d'après ce qu'il a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aujourd'hui, est-ce que c'est la façon de répondre le gouvernement français? Quel pourrait être l'impact sur l'élection présidentielle? Oui, alors il y a eu beaucoup d'allers-retours, c'est souvent comme ça. Alors, il y a un gouvernement qui octroie un peu d'autonomie à la Corse, ensuite il y a le Conseil constitutionnel qui dit non, on ne peut pas parler de peuple corse, attention, on ne peut pas avoir une double langue en France, la langue corse est la langue française en tant que langue officielle. Donc il y a un élément comme ça de toujours d'aller-retour, et c'est vrai que la situation n'avance pas très vite, et c'est vrai que du coup ça provoque une frustration de la part du peuple corse. Alors au niveau de la classe politique, les avis sont un petit peu divisés, je dirais. Du côté de la gauche, ce que j'ai remarqué, du côté des candidats de gauche, ils sont plutôt pour l'autonomie. Ils disent ça fait longtemps qu'on en parle, maintenant il est temps d'octroyer un peu l'autonomie à la Corse. Valérie Pécresse de droite, elle dit oui, l'autonomie, pourquoi pas, mais attention, il ne faut pas que ça tombe vers l'indépendance. Donc c'est une autonomie qui doit servir les Corses. Il faut des garanties pour que le peuple corse en profite. Donc voilà, c'est la position un peu de la droite républicaine. Et ensuite, l'extrême droite qui, bien sûr, attachée à l'unité de la France, ne veut pas de division, ne veut pas de séparation, d'indépendance de la Corse. Et ils ont peur, quelque part, que l'autonomie de la Corse entraîne une indépendance. Donc eux, ils sont plutôt très réservés sur cette autonomie. Bien que, par exemple, un personnage comme Zemmour, un candidat Zemmour, lui, pense que oui, la revendication du peuple corse est légitime, quelque part, puisque lui, c'est vrai qu'il a tendance à... Voilà, les nationalismes, il y a quelque chose pour lui, c'est assez positif. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'indépendantisme. La Corse doit revenir à la France, non pas par choix en fait, montrer que la France doit être un phare qui doit éclairer, c'est sa position, et que les Corses doivent en fait suivre ce phare. Donc voilà, des positions, on dirait la gauche plutôt pour, la droite plutôt attention. Donc les avis des gauche et droite sont relativement divisés. Donc aujourd'hui, le gouvernement français est prêt à aller jusqu'à l'autonome. Après, la question est de savoir qu'est-ce que c'est cette autonomie. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un représentant du gouvernement français entrouvre la porte à cette revendication de longue date des nationalistes corses. Elsa, le gouvernement français se donne comme objectif la fin de l'année pour évoquer un premier projet. À quoi pourrait ressembler l'autonomie de la Corse? Alors, tout dépend ce qu'on entend par autonomie, parce que c'est un sujet où il y a plusieurs nuances d'autonomie. Ce à quoi aspirent les Corses, c'est une autonomie sur le modèle de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est une autonomie que je qualifierais de complète, qui commence par une autonomie législative. En fait, les Corses voudraient voter leur propre loi. Ensuite, il y a tout un pan culturel. Donc, ils demandent la reconnaissance du peuple corse, tout à l'image de la reconnaissance du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, et la reconnaissance de la langue corse, c'est-à-dire qu'ils voudraient que les documents officiels soit rédigé dans les deux langues, la langue française et la langue corse.
En Nouvelle-Calédonie également, par exemple, les professeurs décident eux-mêmes de leur programme scolaire et choisissent eux-mêmes leurs professeurs en fait. Donc les Corses voudraient un modèle d'autonomie qui se calque en fait, si vous voulez, sur le modèle néo-calédonien. Vous avez une autre option qui est une autonomie que je qualifierais de plus molle. J'ai pas trouvé de meilleur terme, hein, je suis désolée, mais en fait qui ressemblerait à, en fait, on prend le statut actuel de la Corse et on étend juste un tout petit peu plus ses prérogatives. Et en fait, ce serait équivalent à une décentralisation un tout petit peu plus poussée. Mais en fait, tout serait toujours décidé par le Conseil constitutionnel et le français. Donc ce serait toujours une verticalité et c'est justement ce dont les Corses ne veulent plus puisqu'ils voudraient voter leur propre loi. Donc voilà, le modèle demandé par les Corses, c'est un modèle à la néo-calédonien. Donc autonomie législative et autonomie culturelle. Et oui, sur ce point, sur ce point, je pense que la France, c'est surtout par tradition, c'est un État centralisé et je dirais unicité et aussi c'est standardisé du point de vue, disons, hiérarchie de la construction. Je dirais la France, c'était l'État français et après département et commune. S'il s'agit par exemple de territoires sur le continent, comme le breton, comme le Sava, etc., avec le temps, ça se passe très bien. Mais dans le cas de Corse, comme Elsa a dit, tout dépend, je dirais, la définition de cette variation d'autonomie. Et pour vous, est-ce que l'autonomie pour la Corse est souhaitable et possible? Souhaitable, tout à fait possible, réalisé, mais il faut que finalement, c'est que le modèle actuel républicain doit aussi s'adapter à certaines revendications, je dirais plutôt identitaires, culturelles, linguistiques, sans, je dirais, être provoqué, être perçu comme, je dirais, vers l'indépendance, vers la division, vers la fin d'intégrité territoriale. Là, je pense, oui, on est entré dans une période d'expérimentation. Probablement, ce n'est pas 100% pour le modèle Nouvelle-Calédonie ou, je dirais, de Polynésie, mais vu, disons, l'affiliation, mais vu aussi la proximité géographique, je pense que l'autonomie peut comprendre plus un peu régionalisme concernant, je dirais, le caractère de l'insularité de la Corse. Vu, par exemple, la population, le poids, etc., de la Corse, c'est pas si difficile que finalement, que le modèle français fait certaines adaptations, je dirais, au temps. Et vous avez mentionné la Polynésie. C'est vrai que l'exemple de Polynésie a été évoqué à plusieurs reprises. Elsa, les deux situations sont-elles vraiment comparables ? Alors, c'est une excellente question. J'ai trouvé la réponse en fait dans une excellente interview qui a été publiée le 18 mars sur le site de l'Express. En fait, le journaliste interviewe une dame qui s'appelle Véronique Bertil, qui est constitutionnaliste et maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Alors elle répond parfaitement à la question. C'est-à-dire qu'on lui demande, on parle du dossier Corse évidemment, et on parle de la Nouvelle-Calédonie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, selon elle, seule la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un réel statut d'autonomie, celui que les Corses voudraient. Elle prend librement toutes sortes de décisions, à l'exception du domaine régalien, donc c'est armée, justice et police. Et pour le reste, elle agit librement sous le seul contrôle du Conseil constitutionnel. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure, ce sont les élus locaux qui définissent les programmes scolaires et qui choisissent eux-mêmes leurs professeurs. Et là, vous nous parlez de la Polynésie. Alors attention, la Polynésie, ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie, c'est différent. Et la Polynésie correspond plus à l'autonomie molle dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, elle dit, cette dame, qu'officiellement, la Polynésie bénéficie également d'un statut d'autonomie, mais c'est un abus de langage. Elle peut prendre des actes spécifiques, différents des lois nationales, mais ils sont toujours soumis au contrôle du Conseil d'État. Donc, je vous laisse deviner entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ce que souhaitent les Corses. Je pense que c'est assez clair. Et donc, pour vous, selon votre constat, est-ce que l'exemple de la Polynésie est-il praticable pour la Corse à l'avenir ?
Ah bah il l'est, mais ce serait juste, comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait juste une décentralisation un tout petit peu plus poussée qu'actuellement, donc ça ne conviendra pas de toute manière aux Corses. Je pense qu'en fait, Gérald Darmanin a évoqué le Mm. statut de l'autonomie, mais il ne faut pas oublier qu'on est en période, les élections présidentielles, c'est dans 3 semaines, hein. Mm, mm. Donc il a peut-être dit ça. J'espère pour les Corses que ça ne restera pas qu'une vaine promesse électorale. Mais je pense que le statut polynésien ne conviendra pas aux Corses et ils le feront certainement savoir. Et Monsieur Su, maintenant on va parler des conséquences et conditions d'une autonomie de la Corse. Alors quelles seraient les conséquences et conditions d'une autonomie de la Corse, selon vous? Euh, Moi, je pense que, franchement, je pense que c'est limité, vu par exemple le poids, l'affiliation culturelle et aussi le nombre de la population. Ce n'est pas, par exemple, ce n'aurait pas les conséquences, comme si, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Polynésie prend une autre route quand on pense à la distance. Euh, Finalement, c'est que la Corse, moi je pense, peut ébranler un petit peu les modèles républicains, je dirais parfois on dit c'est jacobin, un peu sévère, laisse plus d'espace pour diluer le régionalisme classique. Et l'essentiel, moi je pense, surtout c'est le développement socio-économique, mettre fin, je dirais, la fin d'un certain processus de marginalisation de l'île et que dans ce cas-là, je dirais, il faut que le modèle républicain actuel fait certaines concessions ou modifications pour que finalement, pour mettre fin, je dirais, à cette crise un peu à la longue. Et Nicolas, brièvement, quel impact pour la France? Bah déjà, moi, je voudrais revenir pourquoi les Corses ont besoin de ça. C'est quelque part, c'est que peut-être que la France métropolitaine n'a pas su comprendre l'identité corse et a voulu imposer un modèle, on a vu, centralisé, jacobin, une sorte de colonisation de l'île en fait. Donc il y a eu beaucoup de, par exemple, les Corses demandent un statut de résident corse. Pourquoi? Pour lutter contre la spéculation foncière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de la métropole qui viennent en Corse, qui achètent des résidences secondaires et qui font augmenter les prix de l'immobilier. Du coup, les Corses eux-mêmes ne peuvent plus acheter des appartements ou des maisons. Donc, ils ont l'impression comme ça, où par exemple des grandes agences de tourisme viennent, débarquent et donc organisent tout. Et au lieu d'embaucher des Corses, ils vont continuer à embaucher des métropolitains. Donc, l'économie en fait corse ne fonctionne pas bien à cause de ça. Donc, ils se sentent un peu exclus. Donc c'est vrai que, est-ce que par contre la Corse seule pourrait réussir à survivre au niveau économique avec le tourisme, l'agriculture, parce qu'il y a très peu de secteurs secondaires qui marchent en Corse. Donc ça c'est une bonne question. Alors est-ce que ça peut donner un modèle pour d'autres régions de France de vouloir demander aussi plus d'autonomie comme la Bretagne, le Pays Basque, pourquoi pas l'Alsace et d'autres, ou la Savoie, pourquoi pas? Ça peut aussi engendrer, c'est le risque de voir un peu le pays, la France, se fracturer. Mais je dirais que le modèle, d'autres pays d'Europe l'ont fait, par exemple l'Italie avec la Sardaigne, l'Espagne avec la Catalogne. Donc la question c'est de savoir sur quel point la Corse serait-elle autonome. Donc la forme de l'autonomie pour la Corse n'est pas une question simple et mérite des discussions importantes et profondes pour le gouvernement français et les acteurs locaux. Merci Nicolas, merci Monsieur Su et Elsa de votre partage. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de l'Essentiel. À très bientôt sur CGTN Français.